Mondialement connu pour ses clubs de vacances haut de gamme, ses mariages heureux aux accents folkloriques, ses 200 km de plage à vous couper le souffle, ses propriétés luxueuses fréquentées par la jet-set internationale, mais surtout pour ses soirées colorées et animées de rencontres pour le moins curieuses, l'île d'Ibiza depuis 1999 est en quête d'un tourisme plus culturel que celui qui la fréquentait jusqu'alors. Située en mer Méditerranée sur l'archipel des Baléares, à environ 100 km des côtes espagnoles et 200 du continent africain, Ibiza est un joyau de la nature, que les Grecs dans l'Antiquité avaient baptisé Pituse, ce qui signifie l'île des pins. Sa capitale, dont le nom se prononce en catalan Eivissa, se situe au sud-est de l'île. La vieille ville, fortifiée dominant le port, fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ sous le regard protecteur de la déesse phénicienne Tanit. En fait, c'est à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale actuelle que s'installèrent au XVIe siècle avant Jésus-Christ les premiers Phéniciens, tout près des marais salants, sur la petite péninsule de Sakaleta. Sakaleta avait à la fois un intérêt économique grâce à l'extraction du sel, mais également un intérêt stratégique, de par sa situation géographique, sur les routes de navigation du bassin méditerranéen. Juan Ramón, archéologue, a bien voulu nous ouvrir les portes de l'histoire phénicienne de ce village. Cette maison est l'un des exemples les plus complets de l'Occident phénicien. Sa superficie est de 400 mètres carrés, elle est de forme rectangulaire et possède 7 chambres. À Sakaleta, chaque maison était différente. Certaines avaient 2, 3 ou 4 chambres, mais pas forcément de même superficie. Depuis ici, on pouvait naviguer facilement, relier la péninsule ibérique au sud de la France, mais aussi avec le nord de l'Afrique et les îles phéniciennes de la Méditerranée centrale, comme la Sardaigne et la Sicile à cette époque-là. Conscients d'un besoin d'urbanisation, au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens abandonnèrent Sakaleta pour fonder la ville d'Ibiza. La ville d'Ibiza se situe à environ 10 km d'ici. Par temps clair, on l'aperçoit parfaitement. Ibiza avait un avantage sur Sakaleta, son port naturel, le meilleur des îles Pituse, qui était dominé par un mont permettant de construire une ville fortifiée pour contrer les invasions extérieures. Autre avantage, une terre riche autour de la ville dont les cultures étaient irriguées par les nappes phréatiques naturelles. Les Phéniciens considéraient Ibiza comme une terre sainte, sur laquelle ils pouvaient prospérer. D'autres fouilles archéologiques en contrebas de la vieille ville d'Alt Villa en témoignent. Puig des Molins est situé sur un flanc de colline du sud-est de la ville. C'est là que fut construite, à l'époque punique, une grande nécropole de 50 000 mètres carrés. Les premières tombes sont certainement celles des gens qui ont abandonné Sakaleta pour s'installer à Ibiza au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'étaient des tombes de crémation, car à cette époque, on brûlait les morts. Du VIe au IVe siècle avant Jésus-Christ, la nécropole va s'agrandir. C'est là que vont apparaître les premiers tombeaux souterrains auxquels on accède par un puits. Généralement, on y trouve une chambre funéraire avec un ou plusieurs sarcophages taillés dans la pierre. Plus tard furent construits des panthéons pour des familles entières. Le rituel était d'enterrer les morts avec des objets de valeur, comme des masques, des bijoux, des couteaux, des poteries. On a même trouvé des œufs d'autruche ou encore des céramiques. L'histoire d'Ibiza évolue une fois encore lorsque le 4 septembre 1999, l'UNESCO déclare patrimoine de l'humanité les sites de Sakaleta et de Puig des Molins
ainsi que les monuments et quartiers de la ville fortifiée. Depuis, les autorités nationales et locales mettent tout en œuvre afin de conserver les vestiges du passé. Nous sommes à la mairie de d'Altevilla. Cette superbe salle du conseil municipal est en fait le cloître de l'ancien monastère. C'est dans ce lieu solennel que nous avons rencontré le maire de la commune, M. Francisco Torres. Nous avons déjà commencé un processus de récupération de lotissements en mauvais état, avec la possibilité de venir en aide financièrement aux propriétaires afin qu'ils puissent les réparer ou les rénover. Fondamentalement, nous œuvrons de manière à ce que tous ces quartiers, ceux de d'Altevilla, la Marina, Sa Peña, déclarés patrimoine de l'humanité, deviennent normalement habitables par les gens qui vivent ici. À d'Altevilla, le château est en travaux depuis 2 ans et il faudra encore plusieurs années avant qu'il ne soit visitable ou habitable. À 2 pas de là, la cathédrale datant du Xe siècle s'offre une deuxième jeunesse. Certains travaux nécessitent beaucoup de patience et de minutie, comme rénover l'ancienne cour de justice datant du Moyen-Âge. C'est une équipe de femmes qui en a été chargée. Nos encontramos aquí en la casa de la curia, situada en D'Altevilla. Nous nous trouvons dans la maison de la Cour de justice qui se situe à d'Altevilla. Actuellement, nous restaurons la porte, les fenêtres et la voûte en pierre. Nous nettoyons la porte de façon artisanale, à l'aide de divers outils métalliques, comme des bistouris par exemple, afin d'éliminer les moindres traces de l'ancien vernis incrusté dans le bois. La phase suivante sera le nettoyage des ferrures de la porte, là aussi de façon artisanale. Puis nous les consoliderons. Le temps nécessaire pour réaliser ce type de restauration est d'environ 3 mois. Suivant l'ampleur de la tâche, les estimations du temps de travail ne sont pas toujours évidentes. C'est une histoire sans fin. Ibiza doit en permanence récupérer des espaces, les réhabiliter, mais on ne peut pas estimer si dans 10 ou 15 ans, ce que nous avons restauré aujourd'hui ne sera pas à refaire. Peut-être avant faudra-t-il consolider, peindre ou conditionner, mais tout cela dans un but unique, que l'humanité puisse admirer, apprécier et connaître notre patrimoine. L'un des trésors naturels de l'île d'Ibiza sont les marais salants de Ses Salines. Pendant plus de 2 millénaires, Ibiza était convoité pour son sel, car son exploitation représentait une ressource financière importante. Au XVIIIe siècle, l'État espagnol privatise l'exploitation dont les bénéfices étaient distribués jusqu'alors aux habitants de l'île. C'est la petite église de San Francesc qui, par superstition plus que par conviction religieuse, fut érigée en bordure des marais salants. Depuis 1878, c'est une société anonyme qui en est propriétaire. Elle continue à extraire le sel avec des techniques traditionnelles. Seul l'acheminement pour le chargement des bateaux se fait mécaniquement. En fonction du taux de pluie annuel, la production se situe quand même entre 50 et 60 000 tonnes. Depuis toujours, le sel marin qui en est extrait est d'une excellente qualité, de renommée mondiale, car sa granulométrie unique en fait un sel idéal pour la salaison de poissons, comme la morue. Au fil des ans, Ses Salines est devenu un espace vital unique pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et grâce à la résistance de quelques écologistes, le site a été classé zone protégée, mais pour combien de temps encore ?
Bercées au son des cloches, des charrettes progressent sur la route de Santa Eulalia, où se déroule chaque année une importante fête traditionnelle, offrant un magnifique spectacle du folklore ibicenque. À cette occasion, nous avons rencontré Vicente Palerme, un ibicenco de 22 ans, qui, comme ses ancêtres, a choisi de vivre de son savoir-faire artisanal. J'ai commencé à travailler, j'avais environ 13 ans. Dans un premier temps, j'ai peint et tressé le sparte. Mais il m'a fallu attendre l'âge de 18 ans avant de savoir faire des espadrilles. Les espadrilles de Sparte font partie du costume folklorique d'Ibiza. Vicente les fabrique sur commande, pour les membres de son groupe ou pour les touristes. Et lorsque son emploi du temps le lui permet, il enseigne son savoir-faire à des jeunes de l'école folklorique. Ceci est une espadrille entièrement faite avec du sparte, que ce soit la semelle ou la partie supérieure. L'histoire de cette espadrille remonte à l'Antiquité. Ce modèle-là était surtout utilisé pour le travail, c'est pourquoi on y clouait ces plaques de métal. On mettait de la résine de pin sous la semelle, ainsi c'était imperméable et les fers bougeaient moins, même si on marchait beaucoup. Pour faire une paire d'espadrilles comme celle-là, il faut compter 2 à 3 jours de travail. Ensuite, pour celle-ci, les espadrilles de danse ou de sortie, avec une semelle de sparte et recouverte d'agaves tressées que l'on peint en blanc, cela nécessite en moyenne une bonne semaine. Cette fête du premier dimanche de mai est faite avant tout pour perpétuer les traditions ancestrales et revivre ce qui se passait jadis avant et après la messe. Bref, faire la fête. Le jour de la fête de mai, des gens affluent des 4 coins de l'île. C'est un jour très important pour tous. Même l'évêque fait le déplacement et célèbre la messe aux côtés du prêtre de la paroisse. Les chaînes de radio et de télévision locales attendent devant l'église, tandis que des haut-parleurs retransmettent la messe pour les personnes n'ayant pas pu rentrer. Dès la sortie de l'office, les groupes folkloriques s'installent place de l'église pour une exhibition de danse traditionnelle ibicenque. Les femmes portent des robes avec parfois 4 ou 5 épaisseurs d'étoffes différentes et de somptueuses parures de bijoux en or massif. Pour revêtir leurs habits de lumière, elles mettent en moyenne 1 heure, en se faisant pourtant aider par au moins 2 personnes. Vicente fabrique aussi des castagnolas entièrement à la main. La première étape consiste à creuser la caisse de résonance. La deuxième étape est de biseauter la coque en 4 parties égales sans toucher le fond de la caisse de résonance. Ensuite, on arrondit les angles à l'aide de ciseaux à bois pour lui donner sa forme définitive. Puis on les polit au papier de verre avant de sculpter les motifs de décoration qui sont généralement un fer à cheval et une étoile.
Jo també faig tambors. Je fais également des tambours. Cela prend parfois moins de temps que pour fabriquer une paire de castagnolas. La riscla es fa buidant un tronc de pi. Je creuse le corps du tambour dans un tronc de pin que je décore. Posant pell, una pell a cada cap, Ensuite, que normalment je choisis une peau de chèvre ou de veau, je la tanne et enfin je la colle. pell i li tombes pèl i la col·loques. Hi ha una frase molt cèlebre, al camp. Il existe une phrase célèbre qui dit « C'est un bonheur d'aller à la fête de mai, mais c'est triste d'en revenir. » Que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, que l'on soit à pied ou en charrette, le retour est toujours très éprouvant. O anaven a peu, és molt cansat. Per això es diu així. Après la messe, un convoi de charrettes défile à travers les rues du village au son de la chirimia, la flûte traditionnelle et du tambour. À l'issue du défilé, la foule se rassemble sur la place de la mairie pour un spectacle de danse traditionnelle auquel prend part Vicente. Plus tard, un bal de clôture les emmènera jusque tard dans la nuit. Avec ses 18 degrés Celsius de moyenne annuelle, certains disent qu'Ibiza jouit d'un printemps éternel. On comprend mieux alors la beauté et la diversité de ces paysages. Derrière chaque virage se cachent de nouvelles sensations. Après avoir fait le tour de l'île, on se sent comme envoûté par le charme de cette palette de contrastes, qu'il soit visuel, sonore ou olfactif. Sa capitale est un subtil mélange de cultures, phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe ou catalane. Et c'est un plaisir immense de pouvoir admirer autant de richesses sur une si petite superficie. À environ 15 km au nord d'Ibiza, se tient chaque samedi sans doute le plus authentique des marchés hippies, dans la cour du restaurant Las Dalias, à l'entrée du village de San Carles. Dans les années 60, les hippies s'installèrent à Ibiza pour y vendre leurs créations artisanales. Aujourd'hui, San Carles est l'un de leurs derniers bastions. Lydia, la serveuse du bar, a une façon particulière de dépeindre les artisans hippies. Ils vendent de tout ici. Concrètement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour moi, c'est le marché le plus chic et le mieux de tout Ibiza. Ce sont les fous qui vendent leur artisanat. Ils le fabriquent chez eux et le décorent eux-mêmes. Certains articles sont très très chers, d'autres plutôt bon marché. Mais de toute façon, ceux qui en vivent, qu'ils aient 80 ans ou 20 ans, sont pour moi tous un peu fous. Au début des années 80, beaucoup d'adeptes du Flower Power ont quitté l'île. Seuls sont restés ceux qui pouvaient vivre de leur création artistique ou artisanale, comme Dominique.
Ça, c'est vraiment l'identité ibicenque. C'est le costume typique, c'est un peu comme en Bretagne, la mamie avec la coiffe blanche. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec les racines, quoi. Ça paraît un article comme ça, un peu passé de mode, surtout quand on entend parler d'Ibiza, non? Mais en fait, si on ne connaît pas cette histoire, on ne peut pas apprendre pourquoi Ibiza est devenu comme est devenu Ibiza. Non? Ces gens, ils étaient habillés comme ça avant que nous, on arrive avec nos cheveux longs. Et nos manières d'amour libre, tout ça, et qui ont été assez libertaires pour nous laisser, nous, faire notre vie, quoi. Amour et paix, ces valeurs ont laissé leurs empreintes sur la culture quotidienne d'Ibiza. La mode hippie a encore de beaux jours à vivre, car devant autant de fantaisie et de créativité, on ne peut être qu'admiratif. Je m'appelle Yaron Marco, je vis ici depuis 26 ans et je consacre mon temps pour tout ce qui concerne la musique. Je fabrique des instruments, je joue de plusieurs instruments et je participe à des projets musicaux dès qu'une occasion se présente. Ceci est un instrument assez récent qui est une sorte de redécouverte d'un percussionniste hindou qui s'appelle Trila Gurtu. Et voilà ce que ça donne. Autre instrument curieux, l'ektar, qui lui aussi est d'origine hindoue. Ibiza est une île magnifique. Si vous prenez la peine de vous éloigner des grandes routes, de l'agglomération, de la masse de gens, c'est un des rares endroits au monde où l'on peut à la fois s'évader et s'amuser. Même si on habite dans un endroit retiré, on peut rapidement se retrouver là où ça bouge. Moi, personnellement, je n'aime pas les discothèques. Mais si je veux, en 5 minutes, j'y suis. Sur les conseils de Yaron, nous avons quitté les grandes routes pour nous plonger dans l'univers mystique de Mora, connu de tous à Ibiza sous un autre nom. On m'appelle toujours la reine des hippies. Il n'y a aucun problème. Même vous, vous pouvez m'appeler comme ça. Je n'aimais pas la vie que je menais en Allemagne. Je possédais une discothèque et une boutique. Et un jour, une fille qui venait d'Inde et qui s'appelait Hippie Rosie me parla de cette vie à Ibiza. Je me suis dit, OK, je vais aller voir. Je suis venue et je n'ai jamais voulu repartir. C'était comme si j'avais toujours vécu ici. C'était il y a 33 ans. Et depuis tout ce temps, Mora a vécu d'amour, bien sûr, mais aussi de ses créations de vêtements pour des stars comme Brigitte Bardot, Nina Hagen ou encore Lenny Kravitz. Gene, c'est mon mari. Non seulement il peint des tableaux, il joue de la musique, il fait des sculptures, mais il s'occupe du design de mes créations. Je fais des blues, des vêtements, je fais des choses pour chanteuses et pour danseuses et pour des clients touristes. Je fais tout. Pantalons, manteaux, tous. C'est vraiment très difficile de travailler sur les marchés aujourd'hui, car il y a trop de stands, trop de concurrence. Et seuls quelques artisans comme Yaron parviennent à s'en sortir financièrement. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est très dur. Je travaille sur 2 marchés hippies, ici et à Santa Eulalia. Mais je préfère celui d'ici, à Las Dalias, qui est un peu plus sélect.
Si on les compare en taille, celui-ci est un petit peu plus petit que l'autre, ce qui permet de rencontrer des articles d'une qualité légèrement supérieure à celle des autres marchés. Ce qui me plaît à Ibiza, c'est le respect des gens, les fêtes, la nature, les plages, tout.